On est le 24 août. Cette proposition sera centrée autour du thème péril en la demeure. Alors, sans rapport avec le film dont c'est le titre, et bien entendu, péril en la demeure, c'est une métaphore, en tout cas, c'est une façon de coiffer quelque chose qui est difficile à circonscrire, difficile à définir, péril en la demeure, péril multiforme, péril multiple, péril nombreux et péril aussi bien concret que péril un peu supposé, un peu imaginé, un peu pensé comme ça sans vraiment avoir comment dire, de lien très précis avec une réalité que l'on peut voir et toucher. Péril en la demeure. Simplement, ça pourrait être un titre pour parler d'une globalité, d'un ensemble de phénomènes qui menacent l'équilibre. Évidemment, tout équilibre est par définition provisoire, donc c'est une série d'instabilités et quelque part on pourrait dire parmi les phases, l'équilibre c'est la phase plateau. Évidemment, on passe d'une phase plateau à une phase donc de descente, de chute, et après on reprend sa lente remontée vers le plateau et ainsi de suite. Donc ce sont l'équilibre, par définition, comme le plateau, ça peut être quelque chose qui peut durer. Donc on pourrait dire, comme pour les phases interglaciaires, ça dure voilà, des milliers d'années. Et entre chaque phase, on va penser que c'est ça le climat de la Terre. C'est ça et pas autrement. Donc c'est modéré, c'est plutôt tempéré, c'est dans la plupart des terres émergées. Après, il y a des extrêmes, mais sinon, non. Le climat de la Terre, le vrai climat, c'est l'âge glaciaire. C'est les glaces qui recouvrent un maximum de territoire, voilà, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, je sais pas quoi, et voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, après, on peut avoir des âges dits interglaciaires. Donc, voilà, la temporalité est importante. Alors, la temporalité individuelle, elle est ce qu'elle est, et puis il y a la temporalité physique, la temporalité, on pourrait dire, je sais pas, géologique, ou je sais pas comment, en tout cas, qui est d'un autre ordre. Alors, des situations, souvent on nous présente le danger comme, on présente un danger comme le plus éminent, comme le plus inquiétant, comme celui dont on devra s'occuper en premier. Bien entendu, pour l'individu, il s'agit souvent le péril le plus absolu, le péril c'est la mort. Mais il peut y avoir entre la mort et la période d'avant, il peut y avoir toute une série de moments et de passages difficiles, de passages pendant lesquels ou durant lesquels l'être va être exposé au sentiment de déphasage, au sentiment d'extériorité, au sentiment de désappartenance ou de non-appartenance, du sentiment presque un sentiment de ne pas être le maître de ce qui nous arrive. Nous perdons la maîtrise
de notre corps, nous perdons aussi la maîtrise de notre corps, de notre statut social, parce que nous vieillissons, ou alors parce que nous ne sommes pas dans les normes, nous correspondons pas, nous ne correspondons pas aux critères, voilà, dominants, aux critères en cours. Je ne suis pas fortuné, je ne suis pas comme la plupart des gens, je suis exogène, je suis, on pourrait dire, allogène, je suis plein de choses qui font que je n'ai pas droit à un traitement, j'allais dire, un traitement équilibré, un traitement objectif, voilà. Donc péril en la demeure. Qu'est-ce que cela veut bien dire? La demeure. C'est vrai que nous appartenons à des maisons, nous appartenons à des demeures. Les demeures, elles aussi évoluent. Elles ont leur moment de bonne santé, et puis ça commence à décliner. Alors une maison peut décliner tout aussi bien physiquement, tout aussi bien que, j'allais dire, au niveau de l'ambiance. Une maison peut être encore en bon état structurel, mais elle n'est plus occupée, elle n'est plus habitée comme auparavant. Elle est un peu désertée, elle est un peu, elle est trop silencieuse, elle n'est plus tellement fréquentée, il s'y passe pas grand chose, ou alors les événements qui s'y passent sont des événements assez très répétitifs, ou peu intéressants, peu joyeux, on pourrait dire, dans le fond. Peu ouvert sur l'avenir. Cette maison est arrivée, voilà, accompagne des gens qui sont dans la fin de leur vie, elle les accompagne vers l'ultimité, voilà. Donc c'était la maison de la vie, aujourd'hui c'est la maison de la mort, c'est la maison de la dépossession. Hier, c'était une maison qui ne me posait aucun problème. Aujourd'hui, je suis obligé de faire attention à une marche. Je suis obligé de faire attention pour ne pas tomber. Voilà, si je tombe, évidemment, je pourrais me faire mal parce que il n'y a rien de prévu. Le sol est dur, ce sol que j'aimais bien, mais maintenant je le trouve trop dur, je le trouve menaçant, voilà, et on pourrait dire ma façon de vivre à la maison est devenue autre, et plus la même façon que j'avais auparavant, et je marche lentement pour parcourir 100 mètres, pour faire le trajet, pour marcher dans un couloir, je mets une infinité de temps, ou alors je suis très précautionneux, voilà, il faut pas que je glisse, je regarde, et voilà. Une glissade pourrait être pour moi la fin. Non, péril en la demeure. Alors évidemment, comment on peut traiter un sujet pareil? Comment on peut s'en sortir, puisqu'il s'agit là aussi d'un défi. Alors, plus on est dans la présentation, dans l'amorce, plus on est un peu dans quelque chose qui semble un peu confus. Je mets une forme, comment dire, je confectionne un appât, mais je le confectionne et au début il me semble un peu tout à fait bizarre, presque je doute que cela puisse intéresser l'être que je veux piéger. Donc voilà. Donc
peut-être qu'il manque un ingrédient essentiel, peut-être que j'aurais pas mis assez d'huile de poisson, peut-être que j'aurais pas mis, voilà. Donc, fonction du poisson, fonction de plein de choses, donc mon appât va être efficace, va être assez vicieux, dans le sens où, voilà, il est là pour piéger, il n'est pas là pour nourrir. Donc je nourris quelque chose dont je compte me nourrir. Donc il peut y avoir un moment de la mise en place du dispositif oral, des difficultés. Après on peut essayer, donc en fonction on va mettre du temps. On va s'installer, on va voir ce que ça va donner. Alors comme pour la pêche, quelquefois il faut attendre, et toujours pas de touche, toujours pas de prise, rien ne se passe malgré les centaines de grammes comment dire, d'amorce, mais ce n'est pas, ça ne marche pas tout le temps. Donc c'est pas automatique, c'est parce qu'on on sent le besoin, on ressent le besoin de parler, que quelque part la parole va avoir lieu, qu'il va y avoir quelque chose. Alors comme c'est obligatoirement dans l'improvisation, mais il ne s'agit pas d'une improvisation totale, puisque ça s'appuie sur quelque chose qui court en soi, c'est-à-dire qui coule en soi. Il y a un désespoir. Alors le désespoir, c'est pas un mot qui doit faire peur. Durant un certain nombre de décennies, c'était, voilà, je suis désespéré, ça y est, je mets fin à mes jours. Non, c'est pas aussi, j'allais dire, il n'y a pas de logique comme ça aussi précise. Le désespoir, un désespoir qui devient quelque chose d'assez peu, voilà, comme si j'avais à côté de là où j'habite une odeur qui m'incommode, mais à la fin je me suis habitué. J'ai cette incommodation, mais par ailleurs j'ai aussi, ou alors visuelle, une incommodation visuelle. Mais j'essaie de m'y habituer parce que en échange, j'ai droit à quelque chose d'assez intéressant. Donc, j'ai droit à vivre, j'ai le droit de vivre, même si je me sens désespéré. Voilà, j'ai encore l'occasion, je sais pas, de voir une chose, de toucher une chose, j'ai encore l'occasion, la possibilité de rêver, même s'il s'agit de rêves plus ou moins rancis, voilà, un peu, qui sentent le renfermer, mais, ou alors, je peux avoir comme ça le retour d'une chose, voilà, une belle chose, une belle réminiscence, où je peux toujours, là aussi, m'engager de nouveau et continuer sur le chemin de la perfection, cette perfection dans le geste, cette perfection dans le dire, cette perfection dans la réflexion, cette perfection qui est une sorte d'épure. Au lieu de continuer de toujours de s'engager dans des choses, les laisser enfler, se perdre un peu dans les détails ou se perdre un peu dans les à côté, se concentrer sur l'essentiel. Et dans l'essentiel, il y a aussi une pluralité. Donc l'essentiel de l'essentiel, les purs. Alors on peut comme ça, dans un moment particulier, il suffit d'un mot, comme il suffit d'une trace, pour parler de la totalité. Il suffit d'un élément pour parler de la totalité. Oui, un mot. Alors est-ce que le mot désespoir est un mot qui peut servir à cela? Je n'en sais rien. Il y a un désespoir, mais qui dit désespoir dit aussi espoir. Donc
on est un peu en ballottage entre ces deux états. Mais est-ce que l'état d'espoir ou espérant en Dieu, vous voyez, vous entendez un nom, quelqu'un qui s'appelle comme ça, espérant ou espère en Dieu, c'est quand même fort. Alors on espère donc réaliser une forme d'excellence, partir, mais comme un musicien qui cherche la note, une note en particulier, et qu'à chaque fois s'en approche, mais dès qu'il sent qu'elle est à sa portée, il la perd. Et nous, on est aussi dans cette cas de figure, on cherche l'expression juste, l'expression qui serait à même de traduire notre spécificité, la chose que nous voulons dire, transmettre, la chose qui serait la plus parfaite, celle capable de nous de donner une idée sur ce que nous sommes, sur ce que qu'est-ce qui fait de toi un être à part ou un être particulier, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un et pas quelqu'un de précis, quelqu'un et pas une sorte de donc péril en la demeure. Souvent nous avons eu l'impression de tenir une chose et puis finalement je sais pas par quel processus cette chose on la perd. Il y a un phénomène de possession qui se termine par la dépossession. Alors on est dépossédé, mais en même temps cette dépossession elle est encore plus profonde et plus qu'on pourra jamais l'imaginer. Alors on a il y a des ruptures. Alors, on pourrait parler rupture épistémologique, rupture anthropologique, rupture toutes sortes. Mais oui, une rupture anthropologique ou épistémologique, à toutes les ruptures possibles. On est dans un moment. Est-ce que c'est un moment particulier ou est-ce que c'est toujours été comme ça? On a le sentiment qu'on n'est plus en phase, qu'il n'y a plus de continuité, ou alors qu'il y a peut-être encore une continuité, mais fondamentalement cette continuité n'est plus aussi concrète, aussi dense qu'auparavant. Il y a tellement. Alors, je prends un exemple. Quand j'étais petit, quand j'allais à la prière se faisait d'une certaine façon. Voilà la personne qui se présente devant Dieu, parce que c'est le cas de le dire, devant, évidemment, on peut être que qu'humble devant Dieu. C'est ça l'idée. C'est de montrer l'humilité profonde et continue et permanente. Il n'y a pas moyen. Donc c'est être humble devant la puissance, la vraie puissance. Cette puissance qui n'a pas de limite, qu'on a du mal à définir, qu'on a du mal à identifier, mais qui est quand même, qu'on ressent quand même comme une puissance. Mais aussi comme une forme de relation de père à enfant, ou de créateur à créature, dans le sens où on sait qu'on ne pourra pas parler à son père, parce que c'est le père, mais en même temps, on est content d'avoir un père. Alors, on sait qu'on ne pourra pas parler à Dieu, mais ça fait du bien de savoir que l'on vient de quelque part, que l'on vient, qu'on a été quand même, qu'on ne vient pas du néant, que on a un début, on a une histoire. Donc la chose, l'évolution, la rupture, elle peut être quelquefois juste formelle, juste un peu dans les
dans l'extériorité, dans les apparences, mais mais les apparences des fois cachent des ruptures cachent des choses plus profondes. J'étais habitué à avoir donc cette posture d'humilité, les bras, comment dire, allongés le long du corps. Aujourd'hui, on a des gens qui finalement, au lieu de se présenter comme ça, alors on pourrait se présenter les bras levés pour montrer qu'on n'est pas dangereux, qu'on cache rien. Mais là, l'humilité, là aussi, tout contre le corps, humble et la tête penchée, bien entendu. Et puis maintenant, on voit des gens qui ont le bras comme ça, sur le ventre ou un peu plus haut, comme ça, je sais pas, comme ça. Donc voilà une rupture dans une rupture entre ce que moi j'ai constaté dans mon enfance et puis la progression, le changement. Ce changement est devenu tellement manifeste et tellement étendu que on a du mal à penser que il a pu exister une autre attitude de l'adorant. L'adorant, celui qui adore. L'adorant, il avait cette attitude-là. Pourtant, c'était la seule, la dominante, la quasi, il n'y avait pas d'autre. Maintenant, il y a d'autres. Donc, la rupture anthropologique, la rupture, elle peut être dans plein de choses. Mais nous constatons une rupture ou une série de ruptures et nous n'avons pas les moyens, de contrôler cela. Il y a des ruptures qui se déroulent un peu, comment dire, il y a des processus qui se sont saisis de nous et qui nous gouvernent. Ne serait-ce que le libre arbitre, cette chose largement mise en valeur, mais assez retorse, assez finalement vicieuse, le libre arbitre. L'individu en tant que horizon ultime de l'existence humaine. Alors, à force de mettre en avant l'individualité et la spécificité et la singularité de chacun, on est devenu incapable, dans l'incapacité de maintenir le lien. Si à chaque fois j'ai une idée, j'ai en face de moi quelqu'un qui fait agir, qui fait intervenir sa singularité et il me contredit. Si à chaque fois je suis contredit, je suis combattu, ou à chaque fois que je postule une chose, ça ne rencontre aucun intérêt, il n'y a pas de suite. Alors je deviens à moi tout seul un univers. Je pense pour moi, et ce que je pense pour moi, je me le retourne. Donc je suis dans une forme comment on appelle ça, d'autoproduction, autoconsommation, une forme d'autosuffisance et qui est autarcie, si l'on peut dire, autarcie imposée. Alors que j'ai besoin de me nourrir ailleurs, de puiser ailleurs, voilà, c'est sans l'amendement, sans l'apport extérieur, je suis condamné à errer dans mes territoires et je pense avoir un peu fait le tour, donc j'erre un peu comme quelqu'un de perdu, comme quelqu'un, j'arrive plus à trouver, j'arrive plus à m'intéresser à quoi que ce soit. Je tourne un peu de façon automatique, de façon machinale, je tourne, et bon, je fais le tour, je vais d'un côté, puis je reprends dans un autre sens, et puis voilà. Donc je suis prisonnier de moi-même, c'est évident. Alors la chose que l'on décrit, le péril en la demeure,
c'est donc en parlant donc ça devient un péril pour la santé mentale, pour le développement et pour comment on appelle ça, pas seulement le développement, mais pour l'épanouissement l'épanouissement de soi. Donc voilà, péril, comme et c'est drôle puisque le monde, souvent, voilà, on se contente d'habiter dans des petites surfaces et on est là un peu à observer, à comparer, à se comparer aux autres. Donc, moi j'ai 45 mètres carrés, toi t'as que 20, l'autre a 40, l'autre a 30. Donc je suis moi mieux que toi puisque j'ai 45 mètres carrés, alors que je pourrais avoir des milliers de mètres carrés. Et mon horizon premier et dernier, c'est 45 mètres carrés. Quand même, c'est petit comme univers au vu de la masse de la Terre et des espaces infinis. Alors, oui, voilà, donc, je pourrais être infini, mais je deviens fini à force d'être dans le même espace, à force dans l'espace intérieur et l'espace autour de moi. Je suis totalement cloisonné, cloîtré, évidemment confiné. Et voilà, donc, d'une certaine manière, je suis mort, je suis dans mon trou, dans mon cercueil, je suis en train de me décomposer, voilà, simplement. Alors il peut y avoir un type de décomposition mentale, décomposition, je sais pas, perspectivielle. J'arrive plus à voir l'avenir, j'arrive plus à l'imaginer, voilà. Donc péril, on la demeure donc par rapport à l'équilibre psychique. Et puis on peut passer aussi à quelque chose, bon, l'équilibre physique, voilà. Mais on peut passer à quelque chose de plus. Il n'y a pas moyen d'être audible ou d'être crédible ou d'être écouté. J'ai lu hier qu'une femme qui prétendait, enfin qui se présentait comme prophétesse, a été appréhendée par les autorités dans un pays, voilà, et on l'a accusée, évidemment, comme d'habitude, on l'a accusée d'être une charlatante, et puis accusée d'être finalement non pas d'être aliéné mental, on l'a pas accusé d'être schizophrène ou je sais pas quoi, mais on l'a accusé, selon l'ère culturelle, on l'a accusé plutôt d'être malveillante et d'appeler peut-être non pas à la sédition, mais de présenter une forme de... c'est quelqu'un qui n'est pas pur dans ses intentions, évidemment, mais quelqu'un qui va pratiquer des choses innommables, qui va un peu, pas sorcière, mais quelque chose dans ce sens, voilà, un peu sorcière, un peu escroc, un peu plein de choses. Donc, il n'y a pas de légitimité, on n'accorde pas de légitimité à ceux qui se déclarent prophètes ou prophétesses. Voilà, donc, pas de légitimité. Et pourtant, je sais pas ce que je voulais dire. Donc, en quoi c'est intéressant, la prophétie est intéressante, tout en sachant que la plupart des prophètes finissent mal, et finissent seuls, abandonnés, voilà, personne ne leur accorde la moindre importance, le moindre crédit,
Voilà, donc il y a aussi Alors on se demande qu'est-ce que je voulais dire, pourquoi j'ai pensé à ces choses-là. Donc voilà, écoutez, on pourrait parler, prévenir, être une forme de lanceur d'alerte, voilà, parler d'un danger imminent, ou appeler à une forme de mobilisation, à une forme de mobilisation. Le mot vient de ce que j'ai écouté hier, quelque chose à la radio qui parlait de l'Olympe de Gouges, et donc et la période dite révolutionnaire en France. Donc c'est pour ça que le mot mobilisation est venu à moi. Et donc on pourrait appeler à une sorte de un changement d'attitude, un changement de perspective, un changement de rapport, un changement, et toutes sortes de changements. Il y a un changement, j'allais dire un changement premier, puis un changement second, il y a un changement à plein d'échelons. Donc, comme on pourrait, par exemple, parler d'un changement nécessaire dans le rapport que nous avons aux autres êtres, arrêter de tuer moins, et ce qui veut dire consommer moins, être moins impactant, moins présent, laisser des territoires tranquilles, voilà, abandonnés, voilà, pas seulement, voilà, on pourrait dire, tiens, ce continent, il va être un continent interdit aux humains, pas seulement totalement laissé libre de toute présence humaine, parce qu'on n'y a rien à faire. Si on y va, on va obligatoirement introduire des éléments de déséquilibre. Donc ce territoire, on n'y touche pas, même pas pour la recherche dite scientifique, on n'y touche pas, puis on pourrait comme ça. Donc quel discours qui serait le mieux à même d'éveiller un peu l'attention des autres. Alors péril en la demeure, j'ai du mal, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à accrocher avec ce thème, et pourtant il m'apparaît tellement facile, il m'apparaît vraiment accessible. Il suffit on peut l'entreprendre de plein de manières. Il m'apparaît d'une facilité, pourtant j'ai du mal à m'en occuper, à me concentrer dessus. Je sais pas pourquoi. Ça arrive que l'on n'ait pas la force physique ou la force morale ou la motivation suffisante pour pouvoir, puisque dans cet exercice, il y a déjà, on est soit entre soi, mais en plus, on ne sait pas ce que ça va faire. Il n'y a pas de retour. Donc s'il n'y a pas de retour, à part peut-être par quelques éléments vraiment très très mineurs, comme quelqu'un qui s'abonne à votre chaîne, finalement il n'y a pas de retour. Si on supprime les commentaires, il n'y a pas de retour. Et encore, les commentaires, ça peut rester très léger, même si ce sont que des commentaires élogieux ou neutres. Ça ne suffit pas. Donc un discours, il n'a d'intérêt que s'il produit quelque chose, s'il peut être à l'origine, à l'initiative de quelque chose. Bien entendu, souvent, on pourrait dire, c'est vrai, le fait de parler de pouvoir parler est déjà une chose en soi, une réalisation. Alors pourquoi parler? Parce que il y a des choses que l'on ne peut pas dire dans une conversation ordinaire, parce que on est là dans une forme de monologue, pas dans une forme d'ordonnancement du discours dont on est le seul maître.
il n'y a personne d'autre pour intervenir et pour vous obliger à corriger votre posture. On peut commencer et continuer sur la même lancée sans être interrompu par personne. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça le but, d'être le seul maître à bord? Voilà. Donc encore une chose en relation avec quelqu'un qui est parti à la mer, qui est parti pêcher, donc le seul maître à bord. Voilà, le langage, à un moment donné, il est inscrit dans le temps. Les références, pas inconscientes, mais les références toutes proches que l'on va utiliser, que l'on va intégrer. Évidemment, là, c'est intéressant de le faire remarquer que, voilà, le seul maître à bord, ça réfère à quelqu'un en particulier et à une situation particulière. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Évidemment, dans cet exercice, je n'ai pas à faire face à ma figure, donc déjà, puisque c'est un exercice où je suis trop dans la proximité, j'ai pas à me regarder, ni de regarder dans les yeux, ni à contempler ma figure, qui est une figure horrible, pour parler vite, une figure marquée par les âges, marquée par les convulsions, marquée par les coups, marquée par tas de choses. Alors simplement, je voudrais un peu cette chose-là. Par exemple, il y a des choses que l'on a à côté. J'ai quelque chose, alors est-ce que je peux la montrer? Je peux la montrer, cette chose-là, donc ce tissu-là, c'est un tissu que j'ai gardé, voilà, alors une histoire, ça peut être quelquefois une histoire très longue, voilà, pas à raconter, mais très longue dans le temps. Alors, à raconter, ça peut être expédié très vite. Alors, une personne que l'on rencontre, alors, souvent, il y a certaines rencontres qui se sont transformées en relations longues. Alors, qu'est-ce qui vous en reste? Au bout de, je sais pas, 4 ans, 5 ans de fréquentation, qu'est-ce que vous en gardez? Quelquefois, on ne sait pas quoi répondre à cette question. Quelquefois, vous avez en face de vous quelqu'un, et ce quelqu'un, il vous encourage pas à aller vers, je sais pas, vous lui parlez d'une chose, il vous encourage pas. Il reste neutre, ou alors il fait pas attention. Alors, si on n'est pas encouragé, quelquefois on abandonne, on revient en arrière. Et des fois, c'est même pas, vous n'abordez même pas certains de vos projets ou certains de vos envolées, parce que il n'y a pas la possibilité que ça puisse être entendu. Et voilà. Et une relation, ça vous force à aller dans une direction. C'est obligé. Donc, une relation, ça permet des choses, mais ça interdit d'autres. Alors, quand vous êtes dans une relation, vous pouvez pas être dans une autre. Donc, il est possible que vous soyez dans une relation qui va se révéler néfaste pour vous dans le temps long. Néfaste, même si la personne en question, la personne qui vous a accompagné, donc n'est pas mauvaise, mais elle est mauvaise parce que elle ne peut pas faire autrement. Elle est mauvaise pour vous, malgré elle, elle le fait pas pour vous nuire. Elle ne peut pas, elle ne pouvait pas vous donner plus. Elle vous a donné des choses, mais ce qu'elle vous a donné n'est pas suffisant, ou ne correspond pas à ce que vous attendiez. Donc, et pendant ce temps, évidemment, on est toujours comme ça. On va énormément vers la facilité. Une relation qui vous pose pas de problème,
qui n'est pas difficile, qui vous met pas au défi, etc. Vous la préférez à une relation problématique qui vous demande, je sais pas, d'aller puiser dans très profond vous-même, voilà, quelqu'un qui vous envoie des critiques en vous disant que vous n'avez pas de valeur, mais vous lui dites si, mais faisons la démonstration. Quelqu'un qui vous dit qu'est-ce que vous avez envie de faire, ben ça et ça, d'accord, ben allez-y. Si vous ne faites rien, ben il vous dit tiens, vous n'avez pas de, je ne vous estime pas. Et donc vous êtes poussé soit à quitter cette personne, soit finalement à être tenté de lui démontrer que oui, si. Alors c'est vous voyez quelqu'un et quelquefois ce qui vous reste de cette personne, c'est ben voilà, vous avez été introduit dans un lieu, dans une intérieur, et ce que vous avez vu, c'était une forme d'excès dans la propreté. Et vous avez vu, voilà, et vous avez vu rien de beau, rien qui vous a, voilà. Et vous voyez je sais pas. Et ce qui reste, c'est cette impression qu'il y a quelque chose de trop. Mais vous ne posez pas la question sur ce qui fait que l'on soit dans le trop faire, dans le trop la trop souciance, dans l'excès. Qu'est-ce qu'on fait que on considère une chose très importante, essentielle, vitale, alors qu'en fait, de mon côté à moi, je la vois moins vitale, pas du tout sûre. Il faut laisser, comme on pourrait dire, il faut laisser la nature entrer chez soi, il faut laisser la poussière entrer chez soi, il faut laisser la saleté, comme on l'appelle, et il faut laisser un peu de saleté, un peu de désordre, parce que c'est comme ça. Alors, c'est parce que la saleté, évidemment, on a appris que la saleté, il y a la saleté visible, il y a la saleté qui n'est pas visible. C'est pas parce que ça a l'air propre que c'est stérile. Il peut y avoir dans l'éponge que l'on va utiliser beaucoup de bactéries. Dans le savon aussi, il peut y avoir des bactéries pathogènes. Il peut y avoir. Donc la question n'est pas réglée. Et pourtant, vous ne réglez rien. Vous êtes mis devant un fait, vous devez vous y conformer et vous nous dites rien. Donc à chaque fois, si on était à chaque fois dans la question, dans la contestation même, dans la question contestationnante, dans la question qui veut obtenir, veut des clarifications. Pourquoi on fait comme ça et pourquoi on tient à ce que les choses soient comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qui fait que l'on est? Parce que une fois qu'on a choisi le parti de la question, on peut avoir comme ça des questions un peu partout et on peut passer de choses relativement bénignes à des choses extraordinairement importantes, décisives pour la suite. Simplement une question. J'ai été avec quelqu'un, on n'avait pas d'eau courante, j'ai pris des bidons qui ont contenu des solutions chimiques pour la photographie, donc sans avoir hyper nettoyé, donc j'ai utilisé ces bidons. La personne qui était avec moi n'a jamais posé la question sur l'origine des bidons, ce qu'avaient contenu les bidons auparavant. Peut-être c'était peut-être qu'on s'est empoisonné un peu tous les deux ensemble à force d'utiliser. Évidemment, la quantité de poison présent dans le plastique a dû finir par se réduire, mais quand même. Alors combien de voilà. Donc une question sur évidemment, je peux évidemment appliquer le même principe à moi-même, le principe de la question. La question, c'est à un moment, il peut y avoir comme une obsession, l'obsession du contrôle, l'obsession
comme on pourrait avoir l'obsession du contrôle sur le phénomène physiologique de l'excitation sexuelle, l'éjaculation, pour la nommer. Voilà, on peut avoir comme ça un désir et un besoin de contrôler tout du tout, la totalité de l'expression de soi, la contrôler partout où cela est, partout où on juge que c'est nécessaire. Donc je contrôle une parole, je contrôle, je mesure. Donc une parole doit être conforme en relation avec une situation donnée. Il y a des situations dans lesquelles je dois produire un type de discours, et puis il y a des situations dans lesquelles il y aurait un autre type de discours. Là, il est nécessaire de parler de façon globale. Là, il n'est pas du tout conseillé de le faire. Il faut parler sur un aspect. Il est possible que cet aspect soit un aspect mineur, mais je ne confonds pas entre les situations, je ne confonds pas entre les personnes, entre les statuts des personnes, etc. Là, il s'agit de quelqu'un qui peut m'introduire dans un monde comme, et il est évident, on entend parler hier de nouveau de Olympe de Gouges, quelque part qui a été introduite par son mari chez les francs-maçons. Alors évidemment, j'ai repensé à la chose, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai suggéré d'aller voir les francs-maçons. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Mais quand on veut quelque chose, quand on est persuadé de l'importance de quelque chose, on n'abandonne pas, parce que on a eu quelques petits, parce qu'on n'a pas été bien accueillis, parce que non, on n'abandonne pas, on s'accroche jusqu'au moment où on est reçu dans la congrégation, etc., parce que on sait que la franc-maçonnerie permet de s'émanciper de certaines frontières de classe, de certaines frontières d'origine, voilà, permet la rencontre. Tout ce qui permet la rencontre qui peut être importante. Alors, voilà, comment, évidemment, la question qui se pose, c'est comment, souvent, comment savoir que telle personne, donc il s'agit d'avoir une forme de relation discriminante, une relation sélective, et comment on peut juger qu'une personne est finalement doit être considérée comme pas importante, un peu comme du lumpen, je sais pas quoi, comme du bétail, comme n'ayant peu de valeur. Donc à pas fréquenter, à pas privilégié d'aucune manière. Il s'agit pas, j'allais dire, j'ai un besoin de communiquer, un besoin de réfléchir, un besoin d'articuler des choses, un besoin d'approfondir certaines questions. Cette personne ne convient pas. Je vais pas me dire, je vais m'en satisfaire parce que en attendant j'ai personne sous la main. Donc non, cette personne ne fera que me frustrer. Donc je ne prends même pas le risque. Je peux avoir quelques routines, un peu de tests. Je teste une personne comme on teste quelqu'un qui vient répondre à une annonce d'emploi, qui vient postuler pour un emploi, et on a une série de questions. Alors, il s'agit de passer la première étape, de réussir les tests, et puis après, il faut aller plus loin. Donc, il y a une série de tests. Et quelquefois, il y a des gens qu'on va éliminer d'office parce qu'ils ont échoué à la première étape de sélection. Donc, on va pas les faire revenir et leur faire passer la deuxième série de tests uniquement parce que non, c'est un échec et ça suffit. Donc, les tests, tester. Comment tester? Alors qu'on se teste soi-même, et souvent l'autotest est un peu difficile à supporter. On se juge
finalement de peu de valeur. Alors comment augmenter comment monter en considération, comment acquérir de la valeur. Donc péril en la demeure, on pourrait dire c'est fini. C'est fini une fois pour toutes, c'est fini d'un destin social intéressant, c'est fini d'un destin familial, génétique, tout ce que l'on veut, c'est fini d'un destin relationnel, c'est fini du plaisir, c'est fini à tous les niveaux, c'est fini au niveau de l'entendement, au niveau de la capacité à se renouveler, de la capacité à se recréer. Voilà, c'est fini. Et péril en la demeure, c'est aussi cette menace qui plane que quelque part, quoi qu'on fasse, par exemple, là, on peut dire, tiens, il y a des situations, alors c'est des situations totalement incompréhensibles. Bien entendu, certaines choses, vous les faites parce que vous n'avez pas le choix, parce que pouvez être pratiqué ou avoir tendance à être un peu minoritaire dans certaines pratiques privées. Alors, quelque part, vous êtes un peu poussé à il se passe plein de choses, donc la situation est un peu compliquée. Mais par exemple, il est entendu que comme on disait pour la psychanalyse, quelque chose comme ça qui est circulé, ce qui était important, c'est pas la séance, quoique évidemment la séance est importante, mais c'est l'entre-séance. L'entre-séance. Donc quelque part, le temps passé entre une séance passée et la séance à venir. Donc un temps de maturation, etc., etc. Alors, on peut dire oui, les gens, le temps de la rencontre, et puis il y a le temps d'après la rencontre. Et cette valorisation, cette estimation que l'on fait d'une rencontre. La rencontre est importante, l'échange est important, mais qu'est-ce qu'il en est resté? Qu'est-ce qu'il en est resté de permanent? Qu'est-ce que cet échange a fait avancer ou a fait reculer? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans cet échange? Alors quand vous avez quelqu'un qui a passé un certain nombre de mois sans vous parler, et quand il se met à vous parler, ou quelques semaines, peu importe, il a tendance finalement à faire comme si il n'y a pas eu ces 5 mois de séparation. Pourtant 5 mois, comme j'ai eu un signal venant d'une personne que je n'ai pas entendu et que je n'ai pas vu aussi depuis, je sais pas, 20 ans peut-être maintenant. C'est quand même conséquent. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que l'on peut ne pas dire si jamais l'occasion se présente et qu'on est amené à se voir et à se parler. Qu'est-ce qu'il va falloir laisser de côté et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en avant. Alors, quand c'est quelques mois, par exemple 5 mois, les 5 mois passés ne peuvent pas être rejoués. C'est fini, c'est définitif, on les a passés séparés. Alors, mais qu'est-ce qui fait que cette séparation se produise? Parce qu'elle a déjà eu lieu, est-ce qu'il y a une raison? Alors, au lieu de parler comme si de rien ne s'était passé, alors il y a une forme de cécité volontaire, et évidemment
ça prend pas totalement. Et une cécité, on ne veut pas regarder, on ne veut pas se souvenir, on ne veut pas évoquer. Voilà. Alors c'est quoi les 5 derniers mois passés sans te rencontrer, sans te voir, sans t'entendre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire des 5 mois écoulés? C'est ça le problème. Alors on a quoi comme réalisation? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons bien fait? Qu'est-ce que nous avons mal fait? En quoi nous pouvons dire que nous avons que nous avons réellement vécu ces mois passés. Il y a un moment où ce sentiment, non pas de dépossession, mais de ne pas être soi dans la vie qui est la nôtre. Je suis extérieur, je compte les jours, j'ai encore cette capacité-là. Évidemment, je fais, voilà, l'année 2020, l'année 2021, le 1er août de l'année 2021, c'est tombé tel jour, etc. Mais si je devais, ma mémoire, elle ne me rapporte rien. Là, je peux pas me souvenir du premier, ce que j'ai fait le 1er août, de, par exemple, midi à 3 heures. A priori, je dirais oui, en m'appuyant sur ce que je suis en train de faire actuellement, je dirais oui, j'étais en train. Mais quelles sont mes pensées de l'époque? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Quelles étaient les choses qui étaient importantes pour moi à cette époque? Donc, péril, on la demeure ramené à cet aspect, et donc je pourrais dire cette perte de prise sur son temps, sur sa vie, et le fait aussi que cela continue. Alors, je ne sais pas ce que l'on pourra faire de ce que l'on laisse comme héritage ou comme matériel numérique. Est-ce qu'on pourra dire, tiens, on met la production numérique d'une personne, voilà, dans sa tombe, ou alors on la brûle avec la personne. En cas d'incinération, qu'est-ce que l'on fait? Avant, c'était des papiers, des lettres, des machins, des photos. Aujourd'hui, on a du numérique. Qu'est-ce qu'on fait du numérique précis d'une personne? Qu'est-ce qu'on fait de la présence sur la toile d'une personne, etc., etc. Voilà. Donc, a priori, rien. A priori, rien. Rien de rien. Alors, pour me faciliter les choses, je dirais, oui, à un moment, il y a des moments pendant lesquels on fait revenir Dieu, oui, on fait revenir Dieu, et à d'autres moments, c'est pas ça. Évidemment, dans mon ère culturelle de naissance, il y avait les anges. Alors, les anges, autant je peux évoquer la thèse de Dieu, mais autant les anges, pour moi, c'est alors encore moins le sexe des anges, encore moins, je m'en fiche totalement. Et pour moi, bon, c'est comme ça. Les anges, ça, je vois pas pourquoi ça existe, je vois pas. À la rigueur comme auxiliaire, mais c'est bizarre d'avoir un Dieu qui aurait besoin d'auxiliaire. C'est quand même un peu problématique parce que Dieu, il est la puissance et il peut tout faire. Il n'a pas besoin d'auxiliaire, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin il n'a pas besoin, il a besoin de rien. Et c'est ça, l'idée, c'est pas tellement Dieu, c'est comment on peut approcher de l'idée de Dieu. Mais quelquefois, bon, c'est pas tellement, évidemment, ça occupe, ça remplit un peu d'espace, parce que c'est relativement facile, quoi qu'il arrive. Alors à défaut, évidemment, on parle de Dieu, à défaut de parler d'autres choses. Hein. C'est après tout, on connaît mieux Dieu que plein d'autres choses. On connaît Dieu mieux qu'un phénomène cosmique proche ou lointain.
Évidemment, Dieu est la totalité, donc Dieu est aussi l'espace infini, aussi les temps infinis, où Dieu c'est aussi le passé, le présent et peut-être ce qui pourrait se produire demain. Dieu est tout cela. Donc on n'a pas besoin de se poser des questions, puisque sur l'univers, savoir s'il est dans l'expansion ou pas, on s'en fiche. Il n'y a pas d'importance, puisqu'il suffit de ramener ça à Dieu, ça y est, la question devient... Elle trouve sa réponse. Alors comment on pourrait dire, oui, d'ailleurs la question n'est pas spécialement... oui, elle pourrait servir dans, je sais pas en quoi, mais en tout cas, immédiatement, savoir l'expansion de l'univers, qu'est-ce qu'elle pourrait, de toutes les façons, il y a les échelles temporelles dont il veut mieux pas parler, mais en tout cas, on pourrait dire si ça a une influence sur, je sais pas moi, sur la cohérence des atomes, sur le rapport des atomes, sur la stabilité je sais pas, bon, du poids atomique de telle ou telle chose. À la rigueur, oui. Est-ce que le fait que voilà, ça crée plus d'espace entre, si ça s'étend, donc ça a tendance à un peu comment dire, comme quelque chose que l'on tire, donc quelque part on pourrait créer plus d'espace, et à ce moment-là, je sais pas quoi, l'espace entre les choses. Alors, est-ce que cet espace, comment l'espace entre les atomes, qu'est-ce que c'est que cet espace? Quelle est la nature de cet espace? Est-ce qu'elle peut être extensible? Est-ce que cela et cela? Donc on n'a pas besoin, il suffit de ramener les choses à Dieu, et voilà, donc il peut y avoir, donc Dieu est le relatif et l'absolu en même temps. Les marées changent, mais c'est normal, c'est comme ça que Dieu les a faites variables, les a faites hautes, basses, selon les saisons. Dieu a fait les saisons, Dieu a fait que les saisons aussi ne soient pas toujours très définies. Voilà, a fait ici 2 saisons, ailleurs 4 saisons. Il n'y a pas de... voilà. Et après, pourquoi se poser la question? Pourquoi se fatiguer à se poser certaines questions qui d'ailleurs ne permettent pas de mieux voir ou de comprendre plus. Et je reviens à ce verset qui quelque part avertit un peu les croyants, les fidèles sur cette dérive, sur cette tendance à se poser trop de questions. Il y a des domaines, alors on pourrait dire des domaines réservés, des domaines interdits, il y a des domaines, de toutes les façons, il y aura toujours des domaines dans lesquels la question n'aura pas de sens, pour lesquels la question n'aura pas de sens, parce qu'on n'aura pas de réponse. Alors, est-ce que la question pour la question, est-ce que la question parce qu'on cherche une réponse qui pourrait servir qui pourrait être utile, voilà, dans une visée utilitaire et fonctionnelle. Voilà comment on pourrait dire. Donc, péril en la demeure, c'est... quelque part on court derrière les mots, mais en fait on n'attrape rien. On n'attrape pas les mots. Peut-être pas les mots qui comptent, peut-être pas les mots essentiels. Je suis un peu à la dérive. Je suis pas du tout dans un bon moment, un moment pendant lequel j'ai l'impression que j'ai la maîtrise. Bon, je perds l'équilibre, je perds le contrôle. Je suis largement, je suis je suis en difficulté, voilà, c'est comme ça. Je suis en difficulté dans cet espace-temps. Je suis en difficulté, voilà. Donc si ça avait été une caméra différente, pas une webcam, j'aurais arrêté pour prendre mon souffle.
voilà, j'ai pas les moyens, donc je dois continuer ou m'arrêter définitivement. Donc péril en la demeure. Donc je reviens sur la série des périls réels, et des périls imaginaires, des périls fictifs, des périls presque qui seraient du domaine de la du domaine de la du délire, du domaine de du domaine de l'excès ou de la perte de sens. Oui, la perte de sens, voilà, la perte de perspective, la perte de foi, évidemment, la foi en l'être humain, la foi en l'avenir, la foi en tout, en la totalité. Il n'y a pas, alors, bien entendu, quelquefois on ramène la foi à quelque chose de très petit, on sous-dimensionne les choses. Voilà, il peut s'agir d'un arbre pour lequel, voilà, qui est au centre d'une habitation ou d'une habitation, d'un lieu collectif. Voilà, l'arbre constitue une sorte de totem, quelque chose qui, là, par sa permanence, la communauté se maintient. Donc, un territoire, et ce territoire trouve son centre dans l'arbre, et après, c'est ce qui est essentiel, c'est le territoire et peut-être moins les individus, parce que le territoire permet à ces mêmes individus de pouvoir continuer d'exister en tant que collectivité, en tant que groupe, maintenant leur identité, maintenant leur spécificité, maintenant leur rite, maintenant leur symbole, maintenant leur intimité, leur univers dans ces dimensions diverses. Voilà, donc la dimension aussi sacrée, symbolique, il y a là un lieu, il y a quelque part un lieu qui est un lieu réservé au culte, je sais pas, des ancêtres ou à quelque chose comme ça. Voilà, on pourrait, voilà, et c'est vrai que cet univers centré et cet univers qui est dimensionné un peu à l'échelle humaine, pas comme cet univers immense, ouvert sur la totalité, ouvert sur le désordre, sur le chaos, sur les influences de toutes sortes, et on sait plus comment on sait plus présenter une chose cohérente. Voilà, on est dans la décohérence et dans l'éclatement, et on a comme ça, on se constitue un soi, on constitue un horizon avec des fragments, voilà, comme on pourrait dire, voilà, tel corps est constitué de fragments d'étoiles, fragments de ceci, fragments de cela. Alors on est, bien sûr qu'on est des fragments, mais là, il s'agit de fragments symboliques, de fragments abstraits, de fragments, je sais pas, et voilà, et ces fragments-là n'arrivent pas à à constituer quelque chose d'homogène. Voilà, il y a une hétérogénéité dans tout, de ce que l'on dit, ce que l'on entreprend, ce que l'on imagine, ce que l'on entrevoit, une hétérogénéité, voire une contradiction même dans les rapports qu'on a aux choses, le rapport qu'on a aux choses qu'on a sacralisées, qu'on a désacralisées, les choses qu'on continue de sacraliser, les choses qu'on continue un peu de respecter, les choses que l'on dérespecte sans comme ça, sans aucune qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut rejeter,
qu'est-ce qu'il faut interdire, s'interdire, voilà. Il n'est pas interdit d'interdire, il est permis d'interdire. Il est permis, voilà, on avertit quelque chose, on inverse quelque chose. Il est permis d'interdire, il est permis d'exclure, il est permis de mettre des limites, de mettre des barrières, voilà, d'installer, voilà. Donc, de nouveau, une situation un phénomène très identifiable, le mur entre Gaza et le reste et le monde, voilà, donc encore un mur, encore une séparation, voilà, donc c'est pour ça, je récupère le mot mur, et, et barrière, évidemment. Alors, péril en la demeure. Il pourrait y avoir comme une sorte d'échappatoire à ce sentiment non pas d'urgence, mais à ce sentiment il n'y a pas d'urgence. Il y a juste une continuité qui est totalement, comment dire, un glissement, mais long, vers un profond, vers un trou, vers glissement et continu, qu'on ne peut pas interrompre. Et donc il n'y a pas d'urgence, il y a une certitude du pire, et une certitude de la chute. Alors voilà, donc on pourrait dire tiens, je suis là, et donc même avec cette certitude de la chute, et je vais quand même prendre le temps de respirer. Si je respire profondément, j'ai un ressenti de bien-être. Donc, je vais pas me poser la question, savoir d'où vient l'oxygène, le cycle, machin, et tout. Je ne pose pas la question sur ma place dans le monde, ni sur les culpabilités dont je pourrais être porteur, voilà, ni péché originel, ni péché ni les autres péchés possibles, je me dégage de toute responsabilité, je ne dois rien à personne, voilà, je suis dans ce moment, je ne commets aucun péché, je ne fais rien de mal, je respire. Évidemment, en plus, je ne prive personne d'oxygène. Là, il s'agit d'une chose disponible en quantité infinie. Je respire ma part, pas plus que nécessaire. Là, s'il y a une chose qu'on fait selon ses besoins, la chose la plus démocratique, c'est la respiration. Je prends ce dont mes poumons ont besoin et rien de plus. Donc voilà, je suis dans un moment où voilà, et le monde s'est réduit à cela. Je peux prolonger le moment, je peux le réduire, je peux l'arrêter. Simplement, je suis là, à respirer tranquillement. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est de plus important que cela? J'arrive à respirer sans éprouver de grande gêne, même si je dois m'aider de ma bouche, mais sinon je peux le faire à bouche fermée, mais c'est vrai que je m'impose de parler sans que personne me l'ait demandé, justement, sans qu'il y ait de nécessité. Alors, à péril en la demeure, et cette sensation qu'on n'a jamais réussi, qu'on réussira jamais à dire des mots, à dire les mots qui nous semblent importants. Qu'est-ce qui est le mot le plus important
car l'ordre d'importance ou de priorité peut changer. Donc, qu'est-ce qui est... Alors, on pourrait dire, tiens, comme cette histoire d'amour et d'eau fraîche, pourquoi? Voilà, d'amour et d'eau fraîche. Ou on pourrait dire d'amour et d'air. Encore plus facile. On s'aime, et l'essentiel, notre nourriture, c'est, on la respire. Voilà, ça suffit. On n'aurait même pas besoin d'aller faire l'effort de chercher de l'eau. Donc, on pourrait dire, l'essentiel, c'est de ne pas faire des choses qui pourraient quelque part nous prendre du temps inutilement. Alors ce temps serait consacré, pourrait être consacré à quoi? À une forme de contemplation, à une forme de communication améliorée, une communion même. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Alors, je sais que toi, tu es sur le départ. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois t'entendre, je dois me remplir de toi, puisque je vais bientôt perdre... tu auras plus de matérialité comme... Voilà, tu vas... Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois tout te prendre. Est-ce que je sais pas, je pourrais te dire, tiens... voilà, je vais garder un peu de ton urine. Est-ce que je vais, je sais pas, un peu de ta morve. Qu'est-ce qui, si tu pouvais pleurer, je pourrais conserver quelques-unes de tes larmes. Qu'est-ce que je pourrais? Tes cheveux, je sauvegarderai tes cheveux, tes poils. Je sauvegarderai quoi? Tes ongles. Qu'est-ce que je pourrais garder de toi? Que je pourrais essayer de prolonger, enfin de quelque chose de concret de toi. Alors qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Alors on ne sait pas qui a la réponse à cette question assez lancinante. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est d'engager quelqu'un pour son bien-être, d'être là et de voir quelqu'un s'activer toute la journée pour notre propre bien-être. Est-ce que c'est ça une relation satisfaisante? Donc trouver les mots pour interpeller quelqu'un, pour que ça soit marquant, que ça éveille l'intérêt, et ça voilà, et comme on pourrait parler d'éveiller les consciences, la conscience. Donc en même temps, parler empêche de se taire et de se plonger dans une forme de contemplation. Il est évident que le fait de parler, de continuer de parler, est une preuve supplémentaire d'une forme d'échec ou d'impuissance de la parole, puisque évidemment on peut le constater à d'autres niveaux. Voilà, ceux qui pratiquent la parole en institution, voilà, ou aussi ont besoin j'allais dire infini de parler. Voilà, pourquoi ce besoin se maintient, alors qu'en fait on pourrait dire une parole, quelques paroles sur un sujet suffisent largement à épuiser le sujet. Pourquoi alors que on a l'impression que c'est le contraire. Peut-être ce sont les mêmes mots un peu réarrangés différemment qui reviennent. Donc il est possible qu'on soit dans une forme de répétition inconsciente, mais non, néanmoins réelle et vérifiable. Et péril en la demeure et cette impossibilité de s'adresser à quelqu'un et de lui dire « aide-moi, écoute-moi, aide-moi. Je suis plus le maître
en ma demeure. Je ne suis plus capable je suis plus capable de rien. Chaque fois que j'ai un début de reprise, eh ben ça s'estompe. Donc l'illusion, les illusions dont quelque part je m'entoure, n'arrivent plus à me satisfaire. Et je garde quelques illusions, mais je sais qu'elles ne seront jamais rien de plus. Comme des béquilles imaginaires, comme des choses comme ça, un peu fictives, mais qui, voilà, j'ai encore un projet, ou des projets, mais ces projets-là, ils verront jamais le jour, ils verront jamais la lumière. Alors, aide-moi. Voilà, péril en la demeure, ça va pas fonctionner. Alors je vais essayer d'arrêter maintenant et puis reprendre plus tard, quand je serai dans un autre état intérieur. Là, je n'y arrive pas. Péril en la demeure, je sens que je suis pas du tout à mon aise, et malgré que le sujet soit très porteur, il n'y a pas de doute là-dessus. Péril en la demeure, on peut, comme une palette élargie, alors on pourrait l'utiliser pour la mélanger comme on veut, l'utiliser pour peindre un paysage plutôt dominante verte, ou un paysage dominante, je sais pas, coucher de soleil, peu importe. On pourrait aussi l'utiliser pour créer une atmosphère un peu grise, un peu lugubre même, mais péril en la demeure, c'est tout est possible, mais aussi la possibilité, l'hypothèse que tout ne soit pas possible, justement, que l'on échoue à traiter de l'idée, parce que qu'on échoue à lui donner un corps. Voilà, péril en la demeure. C'est le bruit créé par la parole qui plonge dans une forme comment dire, qui empêche justement la concentration. Le fait de s'écouter parler, et alors, comment on pourrait dire, on pourrait subvocaliser, ça ne marcherait pas là. La chose, et quand on commence à réfléchir, imaginons qu'on puisse transcrire la pensée de quelqu'un, ben ça ne serait pas possible non plus, puisque la pensée par habitude, l'habitude qu'on a, c'est qu'elle n'est jamais stable. Au moins les mots, on arrive à les maîtriser de façon à donner quelque chose d'assez cohérent, alors que la pensée, elle est éclatée, elle va d'un moment à un autre, elle est comment dire, elle ne peut pas s'arrêter pendant suffisamment longtemps sur un sujet. Et elle ne fait que, je sais pas, feuilleter comme on feuilleterait un livre très vite. Voilà, on regarde une photo, puis on passe à une autre, etc. Dans un mouvement très rapide, et il n'y a pas. Donc, comment transcrire une réalité intérieure sans l'aide des mots? Ben, c'est impossible. Alors peut-être, je sais pas, par la peinture, peut-être pas, par la musique, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, les mots aident, et en même temps, ils sont limités. Donc le son aide, mais en même temps, il crée des interférences. Voilà, et voilà, donc c'est comme ça. Donc péril en la demeure. C'est vrai, faire des aveux d'impuissance ne servit à rien, ne fait pas spécialement progresser. Oui, on peut
pourrait dire qu'on a atteint une forme de ralenti involontaire. On est dans le ralenti, dans le slow, alors qu'en fait on l'a jamais désiré. Alors souvent dans cette histoire, alors il y a beaucoup de chance dans cette affaire-là. Comme on pourrait dire, est-ce que tu aurais une manière, est-ce que tu aurais un moyen de, je sais pas moi, de contourner ou de aboutir quelque part sans finalement faire sans avoir à suivre la voie normale, court-circuiter, tricher, court-circuiter. Il y a des rencontres qui vous font court-circuiter et gagner des années ou gagner des vies, puisque il y a des rencontres qui sont capables d'influencer le cours de votre vie. Et si vous ne faites pas de rencontres de ce type, dans le sens où influencer le cours de votre vie, dans le sens où votre vie, elle est un sens. Parce que sinon, si des gens vous conduisent vers le non-sens, bon, ça c'est le cas. Il n'y a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. Comme la vôtre pourrait ne pas avoir de sens. Encore que partager le monde entre le sensé et l'insensé, bon, pas non plus. C'est un peu facile, c'est un peu primaire. Non, il y a du sens dans la chose qui n'a pas de sens, etc., etc. Ben après, on peut approfondir la question. En tout cas, il y a un décalage entre soi et la parole qui sort de soi. Et c'est évident que l'on se reconnaît pas dans les mots que l'on émet. On se reconnaît pas aussi dans la difficulté que l'on a en face de soi. Pourquoi je suis dans la difficulté alors que normalement j'ai les moyens de ne pas l'être et je suis pourtant dans l'embarras et voilà. Heureusement que ça se termine parce que j'arrive bientôt à 1h30, donc je vais m'arrêter bientôt, mais quand même j'aurais souffert. Alors avec le café normalement, etc. Ben j'avais de quoi trouver de la niaque et donc a priori le café n'est pas toujours n'agit pas toujours de la même façon, de manière à vous donner cette force et cette puissance narrative, cette puissance donc péril en la demeure. Évidemment, le truc simple, oui, la terre, machin, notre mère, la terre, etc. Alors, il faudrait quoi? Alors, comme il y aurait des gens, dont serait la fonction de réfléchir sur le monde, peut-être sans être un peu sans parti pris. Quelque part réfléchir sur le monde, mais dans une forme de globalité extratemporelle, etc., extraspatiale, pas du tout en partant du présent. Mais évidemment, on pourrait parler de présent divergent, présent alternatif, présent multiple, évidemment l'avenir aussi. Donc des gens dont ce serait la fonction de réfléchir et d'essayer de s'interpeller mutuellement, de confronter leurs idées, de façon à présenter des projets qui peuvent être amendés, évidemment, en permanence, mais des projets pour mieux habiter le monde, mieux habiter son corps, mieux habiter la terre, mieux faire avec la complexité, mieux faire avec l'aléatoire, mieux faire avec la tradition, mieux faire avec la nouveauté, avec l'innovation, avec le présent, avec l'après-présent. Voilà. Donc,
il y a un moment, alors péril on la demeure, je pourrais conclure en disant que malgré tout ce que l'on peut dire et reprocher à un développement oral, c'est que le développement oral, il est lieu, c'est qu'elle s'est produit. Et il arrivera un moment, proche ou lointain, je sais pas, donc un moment où ça ne sera plus possible. Alors, on pourra dire, tiens, même imparfait, c'était bien. Parce que c'est ça, l'avenir. L'avenir, c'est la perte de la capacité à articuler les mots, à les associer, la capacité à tenir dans le temps. Voilà, on pourrait avoir encore assez de souffle. C'est ça le problème. Évidemment, le passé, si on le présente comme ça, il apparaît peu enviable, peu désirable, le présent, l'avenir peu désirable, mais finalement, il est possible qu'il se passe ainsi. Il y a comme une forme de dans cette chose qui se présente comme une perspective sûre. Il peut y avoir comme un effet de comment dire, on essaie de rejeter ou d'éloigner le mauvais sort. Finalement, en parlant, c'est comme si on repoussait cette perspective-là. On en parle, mais pas pour l'appeler, pas pour la précipiter. On sait dire, il est possible que ça m'arrive, mais secrètement, mais aussi parallèlement, je me souhaite pas cet avenir-là. Donc je vais tout faire pour que cet avenir-là ne soit pas une réalité. Alors là, la chose. Alors est-ce que c'est contradictoire? Non. Et péril en la demeure, on souhaite un peu ne pas être focalisé sur soi. Et le péril en la demeure, ce serait dans un volet individuel et dans un volet collectif, et que les deux puissent converger, etc., etc.